Nouveau numéro de l'émission Point de vue sur Beneweb TV. Chers internautes, bonsoir et bienvenue. Après le meurtre de George Floyd à Minneapolis aux États-Unis, la contestation antiraciste semble désormais s'attaquer aux racines de l'histoire. Dans cette émission, nous parlerons de la démolition des statues des personnalités au passé controversées et faire également le point sur l'évolution de la pandémie de coronavirus sur le continent africain. Pour en débattre, Modeste Dossou, journaliste à Beneweb TV, et Vincent Deguenin sont sur ce plateau avec moi. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Modeste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, Vincent, je commence avec vous. Après le meurtre de George Floyd, on a vu des manifestations qui ont eu lieu partout dans le monde. Aujourd'hui, les manifestants demandent, ou réclament plutôt, la démolition des statues de ces personnages-là qui ont un passé esclavagiste. Quel est votre point de vue? Je pense que c'est lorsque, en voulant normalement raconter l'histoire, vous falsifiez l'histoire, ça finit toujours par rattraper. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas nouveau. Et on voit que lorsque souvent il y a de révolution quelque part et on cherche à revoir les idéologies, on remet en cause le passé. C'est ce qui se passe exactement actuellement. On est en train de remettre en cause le passé parce que dans la mémoire collective, il y a quelque chose qui a été véhiculé et on s'est rendu compte que ce n'est pas ça. Maintenant, de manière plus claire, si vous pensez qu'entre-temps, l'histoire a été falsifiée, c'est pourquoi aujourd'hui les gens demandent que ça soit... Exactement, l'histoire a été falsifiée. Ces personnages qui sont mis en cause aujourd'hui, qu'est-ce qui a été dit d'eux? Lorsqu'on a érigé ces statues, dans quelle intention ces statues ont été érigées? On ne peut pas peindre en noir tout ce qui a été fait, on ne peut pas peindre en noir tout ce qui a été fait. Mais lorsque les statues ont été érigées là, qu'est-ce qui a été dit à propos? Et qu'est-ce que la jeune génération en sait? Et c'est là que les gens se disent, ah non, ces personnes-là, on ne peut pas les accepter. Là, leur place n'est pas là parce que c'est noir. Voilà, la contestation se poursuit. Modeste Dossou, on a vu au Royaume-Uni, Robert Milligan, qui est marchand d'esclaves. On a vu avec Edward Colson aussi des statues retirées tout simplement. D'autres ont été jetées dans l'eau. Quel est votre avis sur cette question? Est-ce que démolir les statues peut quand même permettre aujourd'hui de régler le problème de racisme? Merci. Je pense que le problème de racisme n'est pas... C'est un problème intrinsèque. C'est un problème déjà enraciné dans les sociétés occidentales. Cependant, le fait d'ériger une statue pour un personnage, pour un événement ou n'importe quelle autre statue, c'est pour permettre un rappel des faits. C'est pour permettre à ce que ce soit un symbole. Et ce symbole-là doit être suivi par la génération qui va suivre ou les générations qui vont suivre. Donc, ériger une statue de quelqu'un qui a été marchand d'esclaves et qu'après avoir aboli l'esclavage, que cette statue-là reste là, sachant bien que cette statue symbolise cette personne plutôt symbolise le commerce de l'esclavage. C'est vrai. Quand je prends par exemple l'histoire de l'Angleterre ou de la France, quand on érige une statue de quelqu'un quelque part, d'un esclavagiste, d'un certain marchand et autres, en France par exemple, je pense que c'est pour dire celui-là a été un grand homme de la France ou de l'Angleterre, etc. Celui-ci a été un grand homme. Grand homme comment? C'est peut-être par rapport au fait qu'il a apporté les ressources d'Afrique, d'ailleurs, l'esclavage. Il a été un grand esclavagiste. Je pense que s'il faut détruire les différents statuts, il faut aussi accompagner cela du changement du système éducatif. Parce que c'est tout ça qu'on apprend aux jeunes occidentaux à l'école. Il ne s'agira pas seulement de détruire ces statuts, mais il faut aussi changer le système pour faire en sorte que les gens puissent comprendre qu'en réalité, ce ne sont pas des grands hommes parce qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais on a érigé les statuts parce que, bon, ils ont marqué l'histoire de notre pays. C'est tout à fait différent. Donc, détruire les statuts, c'est bien. Ça met en doute, ça met en cause le symbole que cela représentait en tant que grand homme esclavagiste. Ça met en cause ce symbole-là et ça ramène à prendre conscience du fait qu'en réalité, ce qu'il faisait n'était pas une bonne chose.
Et on en revient toujours à l'acceptation, à la reconnaissance du fait que l'esclavage était un crime de guerre. Voilà, Ou un crime contre l'humanité, je voudrais dire. Voilà, Vincent, est-ce que vous n'avez pas peur que cette démolition, ces actes de démolition puissent quand même, je vais dire, on peut perdre l'histoire. Est-ce que ça ne risque pas d'effacer l'histoire? Voilà, j'y arrive. Voilà, ça ne va pas risquer nous amener à perdre l'histoire, mais ça va nous amener à réécrire l'histoire. Entre-temps, comme Modeste le disait, lorsque on parle de ces hommes, qu'est-ce qu'on parle d'eux? Si aujourd'hui, on va parler de comme de grands hommes qui ont marqué l'histoire du pays, dans quel sens ils ont marqué l'histoire du pays? On n'en parle pas. Et l'autre chose, en allant plus loin, le fait de remettre en cause cela va permettre à ce qu'on fouille. Pour que, au niveau même des manuels scolaires, s'il y a des retouches à faire, on puisse le faire. Et, dites-vous, c'est des actions qui vont amener ceux-là qui sont les officiels, les autorités à faire. Parce que l'acte qui se pose actuellement n'est pas officiel. C'est parce qu'il y a des actions que les autorités devront poser. Il y a des actes qui devront poser et ne l'ont pas fait, que la rue maintenant s'est chargée de poser ces actes. Donc ces actions pour moi également un signal pour dire aux autorités, si vous continuez à garder le silence sur ce qui ne va pas, si vous continuez à mal écrire l'histoire, nous allons le faire à votre place et voilà les conséquences. Voilà les conséquences. On va profiter pour en parler en même temps. En France, on a vu Emmanuel Macron, lors de sa dernière sortie, a été clair, il dit que la République ne effacera aucune trace de l'histoire. La France ne va pas déboulonner de statut. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que le président Emmanuel Macron n'a pas encore bien perçu l'enjeu. La France ne veut pas effacer l'histoire. On ne va pas déboulonner de statut. Quelle histoire? Si l'histoire est falsifiée, on va réécrire. Si ces statuts qui ont été posés, on n'a pas expliqué clairement pourquoi ces statuts ont été posés, mais les autorités vont vouloir maintenir, mais la rue sera forte pour agir. Et c'est ce que, là où le président doit avoir plus de réserve, plus de retenue. Qu'est-ce que la jeune génération sait de ces statuts? Et l'autre chose, c'est au-delà des statuts, il y a des villes entières où on fait l'éloge, on fait l'éloge des villes. Lorsqu'on parle, par exemple, de Bordeaux aujourd'hui, de Nantes aujourd'hui, c'est des villes qui ont eu leur richesse par la traite négrière. Parce que ils ont eu à abriter des ports. Et ces ports ont eu à faire transiter des esclaves. En contrepartie, il y a les soies, il y a les étoffes, il y a la laine que ces pays-là vendaient, ces villes vendaient en Afrique. Et ils ont bâti leur économie dans le temps sur l'esclavage, sur le commerce triangulaire. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces villes, on n'en fait pas cas. On dit, bon, c'est de belles villes, on fait l'éloge des cathédrales qui ont été érigées. Mais ces cathédrales-là ont été érigées avec quel fonds? Donc, le président Emmanuel Macron doit avoir de retenue pour dire, nous avons l'obligation de réécrire l'histoire qui a été falsifiée. Sinon, ça va se répéter. La rue va le faire à leur place. Vous parlez d'histoire falsifiée, mais pour la France, pour Emmanuel Macron, il ne s'agit pas d'histoire falsifiée. Il faut peut-être faire face à son destin. Et Modeste dessous, la France ne va pas déboulonner le statut. Oui, et faire face à son destin, comme vous le dites, faire face à l'histoire, c'est déjà commencer par reconnaître ce que je crois Emmanuel Macron a reconnu au départ, que c'était quand même pas... Il a dit qu'il faut assumer son passé. Il faut assumer son passé. Et commencer par assumer son passé, c'est commencer par reconnaître qu'en réalité, la France a joué un grand rôle dans ce trafic d'êtres humains. Dans ce trafic d'êtres humains. Et il faut aussi que Emmanuel Macron, s'il décide de ne pas changer l'histoire, c'est normal d'assumer l'histoire, c'est tout à fait normal. Il faudrait qu'il se lève aussi un jour pour reconnaître qu'en réalité, c'était un crime contre l'humanité. Fendre des hommes aujourd'hui, comme
comme ce sont ces grandes démocraties-là qui vendent à l'Afrique les droits de l'homme, qui semblent détenir le monopole des droits de l'homme et tout, et qui veulent nous les vendre, qui veulent nous montrer comment on respecte les droits de l'homme. C'est comme ça, c'est maintenant il faut commencer. Quand j'entends des députés français venir sur les radios dire que, par exemple, la sœur d'Adama Traoré, que la mort d'Adama Traoré, c'était un délinquant qui a fait ci, qui a fait ça, et qu'il faudrait punir ceux qui manifestent, et tout comme quand je les entends, il faut reconnaître que les gens soient révoltés. Ouais. Et c'est normal qu'on soit révolté de voir tout ça. Et ce n'est pas la faute de ces gens-là. C'est ce qu'on leur a appris. C'est ce qu'ils ont appris à l'école. Les Africains sont ci, et tout ça. Ils ne sont pas en fait racistes parce qu'ils sont comme ça de nature. Enfin, pas pour la plupart. Ils sont racistes. Ils ne le savent même peut-être pas qu'ils sont racistes, voilà, parce que c'est ce qu'on leur a dit à l'école. C'est ce qu'on leur a appris à l'école. Quand mon confrère disait que l'histoire a été falsifiée, je ne dirais pas l'histoire a été falsifiée, mais c'est ce qu'on a bien envie de leur faire savoir, qu'on leur a fait savoir. Écoutez, les gens sont allés jusqu'à venir apprendre à l'Afrique que certains des grands hommes français étaient quand même bien, certains des négriers étaient quand même des grands hommes. Quand on nous apprend des histoires de Napoléon, des histoires de Victor Schœlcher, Christophe Colomb, de Colbert quand même, et on vient nous enseigner tout ça en Afrique. Et l'Afrique, l'histoire même de l'Afrique. Justement, qu'est-ce que l'Afrique même fait pour mettre fin à cela? Justement, j'en viens. Et d'abord, j'y vais directement, je ne veux pas traîner sur ce coup parce que c'est ce qui m'énerve le plus. En fait, ce qui se fait en France, c'est bien, c'est très bien. Mais est-ce que c'est à partir de la France que ça devrait commencer? Vous savez, je prends l'exemple que je connais le mieux, l'exemple du Bénin. Aujourd'hui, on a un stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau. On a un autre stade René Pleven. On a place boulevard Stémès, avenue Stémès, voilà, on a place Bulgarie, patati et patata. On a place Bayol. Place Bayol et des trucs comme ça. Mais combien de places et Thomas Sankara on a? Il y en a pas. Non mais écoutez, c'est ça, c'est là la réalité. Si nous-mêmes nous faisons l'éloge de ces gens-là, pourquoi voulez-vous que la France, par exemple, déboulonne ses statuts? Non mais je crois que Emmanuel Macron a raison de vouloir garder l'histoire telle qu'elle. Si vous-même vous voulez que l'histoire reste comme ça, il faudrait que les pays africains arrêtent de bavarder. Il faudrait qu'en Afrique, on commence à reconnaître la valeur de nos hommes. On commence à reconnaître notre propre valeur. Si en Afrique, la moindre manifestation, on s'entretue. Si en Afrique, la moindre protestation, on t'emmène en prison, on te traite comme un esclave, on te torture. Mais vous voulez que les Occidentaux fassent quoi? Ils feront de même et ce n'est pas leur faute. C'est ce que vous faites. C'est ce qu'ils faisaient. Vous avez commencé à faire, vous continuez à le faire. Ils vont continuer à le faire. En Libye, il y a eu l'esclavage. S'il n'y avait pas eu tout ce qu'on sait, aujourd'hui, on ne saurait même pas qu'il y a l'esclavage. Et ça continue. En Libye, ça continue. Dans certains pays que je ne voudrais pas citer. Cependant, en Afrique, l'esclavage est toujours en Afrique, dans nos pays africains. Pourtant, personne ne dit rien. Et on va courir pour dire. La mort de George Floyd, les manifestations aux États-Unis devaient faire rendre compte aux Africains. C'est le moment de finir avec certaines choses. C'est le moment de finir avec certaines pratiques. Détruire les statuts des hommes, des Occidentaux, des négriers qui sont en Afrique. Changer de nom à des places publiques, à des institutions et autres. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà, Modeste de son côté réclame des actions concrètes. Oui. Vincent, voilà, dans ce contexte, on a vu, il parlait de la mort de George Floyd. En Afrique, on n'a pas vu de grandes manifestations. On n'a pas non plus vu des dirigeants se prononcer sur la question. Qu'est-ce que notre silence cache? Merci beaucoup. Je vais aborder sur deux angles. Voilà. Premier angle. Premièrement, les dirigeants africains, nous-mêmes, nous devons commencer par réécrire l'histoire. Commençons par les exemples qu'on vient de citer. Lorsqu'on parle de l'abolition de l'esclavage, on parle de Victor Schœlcher. Non, mais là encore, on a voulu nous raconter une part. C'est à nous de nous lever pour dire non. Il y a des afro-descendants qui ont lutté, qui ont combattu pour qu'on en arrive là. Victor Schœlcher était dans le temps un sous-secrétaire d'État aux colonies. Et c'est lui qui a acté la chose. Mais avant ça, et tout c'est l'ouverture, a eu à faire une tentative, à poser des pas. Ça n'a pas abouti, mais c'est un long processus et beaucoup d'acteurs ont œuvré. Parmi ces acteurs, il y a beaucoup d'afro-descendants.
est-ce qu'on peut citer aujourd'hui leurs noms? Quel jeune peut citer leurs noms? Il n'y en a pas. C'est à nous de poser ces actes-là. Nous devons réécrire l'histoire parce que on a fabriqué l'histoire. Les Occidentaux ont fabriqué l'histoire et on a tout fait pour nous montrer la frange de la partie qui les intéresse. Deuxième chose, en dehors du tapage médiatique, en dehors de l'euphorie, de l'émotion, on doit se dire, mais l'esclavage continue ici, en Afrique, chez nous. Regardez ce qui se passe en Libye. Regardez ce qui se passe en Mauritanie. En Mauritanie, actuellement, il y a l'esclavage et c'est presque officiel. En Mauritanie, aujourd'hui, jusqu'à présent. La dernière fois, il y a eu une Nigériane qui a été vendue. Bon, elle n'a pas été vendue, mais on a fait une publicité pour la vendre sur Internet. Et le Nigeria a voulu la ramener. Elle l'a refusé. Pour dire, je préfère rester là-bas. Ça veut dire, entre-temps, nous aussi, nous cautionnons la chose. Exactement. Donc, aujourd'hui, lorsque vous prenez les pays comme l'Arabie Saoudite, mais ne nous voilons pas la face. Il y a l'esclavage. On a interdit les visas. Le Liban a interdit... le Nigeria a interdit l'émission de visas. De visas. Voilà, vers le Liban. Actuellement. À cause de cela. Parce que les gens demandent de visa pour aller au Liban, mais les conditions ne sont pas du tout bonnes. Les conditions de travail ne sont pas... C'est de l'esclavage pur. Donc ça continue ici, sous nos yeux. Mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Que disent les autorités à propos? Donc, revenons aux réactions des autorités africaines suite à la mort de George Floyd. On n'en a pratiquement pas eu, à part l'Union africaine et à part le président Akufo-Addo du Ghana. Les autres n'ont pas communiqué autour. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est déjà l'Union africaine, donc c'est la dirigeant africaine. Bon, ok. Comme l'Union africaine s'est prononcée, peut-être qu'ils se sont dit, bon, on n'a plus besoin de... L'UE n'a jamais empêché. Je voudrais ajouter, en fait, je pense que nous faisons peut-être parfois, et les Africains font parfois, et orientent parfois leur guerre au mauvais endroit. Est-ce qu'il s'agit, dans ce contexte-là, est-ce qu'il est question de... que les dirigeants le dirigeant vienne dire, j'ai fait, il y a eu ça, je condamne. C'est bon, c'est fini? Non, ce n'est pas la question. Et je pense que les dirigeants qui se sont tués ont compris. Ils ont compris que ça ne servirait à rien en réalité de venir condamner, d'aller s'asseoir après, c'est fini. Il faut que l'initiative même vienne des populations. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. C'est parce que les gens commencent à détruire certaines statues que certaines villes, certains États ont commencé par enlever eux-mêmes certaines statues. Pourquoi est-ce que l'initiative ne vient pas, les initiatives ne viennent pas des peuples africains eux-mêmes? Décider par exemple, ok, nous allons marcher pour qu'on change le nom de telle structure. Nous allons marcher pour que telle statut soit changée en telle statut. Nous avons de grands hommes quand même en Afrique. Écoutez, si nous ne faisons pas notre propre promotion, ben, ce n'est pas les autres qui vont faire leur promotion pour nous. Et au niveau par rapport aux dirigeants et au peuple, je dirais ce que le très célèbre panafricaniste Kembe Seba disait, et ce que les leaders africains, je paraphrase comme ça, ce que les leaders africains ne font pas pour le peuple doit le faire pour lui-même. Normalement. Ça, c'est la logique. Normalement. Mais le peuple ne veut rien faire. À chaque fois, il faut trouver un bouc émissaire. Les dirigeants africains, on en a marre d'écouter ça. On veut se lever. Et les jeunes leaders, les jeunes qui ne sont ni leaders ni autres, les jeunes qui décident, ok, nous allons prendre telle initiative de faire ça. Il faudrait que la population, les autres qui n'ont pas le courage d'entreprendre, les soutiennent pour qu'en réalité les choses changent en Afrique. Il faut qu'on laisse en paix les dirigeants et qu'on commence maintenant en Afrique par réfléchir de nous-mêmes, par changer les choses à la base. C'est ça qui fera la révolution. Vincent, est-ce que la mort de George Floyd, vu les manifestations qui ont suivi, est-ce que ça peut changer quelque chose dans le débat sur le racisme? Ça a déjà commencé par changer quelque chose. Au moins, on a voulu tenter d'évacuer des lieux publics les mémoires collectives contestées. Les mémoires historiques contestées, on a voulu les évacuer. C'est un pas. Deuxième chose, ça a mis peut-être en lumière tout le système qui est autour du rapport entre le blanc et le sud. Voilà. Ça, c'est une tentative. Maintenant, on doit aller loin. Et c'est à chaque personne, chaque acteur d'aller loin pour voir quelles sont les actions que nous devons mener au quotidien. Je donne un exemple. Revenons encore ici.
nous ne pouvons pas dire que nous voulons enlever ces statuts tant que nous allons nous laisser financer les moindres choses par eux. Si c'est eux qui décident, ça doit dire que les actes que on est en train de poser vont revenir encore à zéro. Si par rapport, je donne un exemple, on a parlé du stade Charles de Gaulle, qui l'a financé. Si c'est les Français qui financent, ils vont mettre le nom qu'ils veulent. Et c'est eux qui font notre histoire. Donc, ça remet encore en lumière la problématique par rapport à ceux-là qui financent nos rues, ceux-là qui financent les infrastructures. Nous-mêmes, nous devons nous lever. Si nous voulons écrire notre histoire, nous devons poser des actes qui montrent que nous sommes prêts à le faire. Et puis, je voudrais ajouter par rapport au stade, au financement dont on parle. Écoutez, prenons le cas du stade Général Mathieu Kékou, ancien stade de l'Amitié. C'est quand même un financement chinois. Pourtant, si on ne le sait pas, c'est un financement chinois. Ouais. Mais il faut quand même aller dans les arcanes de l'histoire pour savoir. C'est quand même stade ce n'est pas quand même stade Xi Jinping ou stade Mao. C'est quand même stade de l'Amitié qui est devenu stade Général Mathieu Kékou, sans quand même que la Chine ne fasse les siennes, ne fasse tout un cri. Pourquoi on ne peut pas changer Charles de Gaulle? Parce que les Français vont dire ah non, on veut pas. Non. Clairement, c'est une volonté politique. Voilà, c'est une volonté politique et aussi une révolution. Il faut que le peuple tienne du comme fait. Et quand le peuple veut, ça va le faire. Voilà. C'est comme ça. Arrêtons seulement surtout les jeunes Africains, arrêtons seulement de suivre ces vieux politiciens. Réfléchissons par nous-mêmes. Trouvons des solutions à l'émancipation de l'Afrique. J'espère que ton message est entendu par la jeunesse africaine. Autre chose, si aujourd'hui nous voyons qu'il y a des blancs racistes, ils ne sont pas tous bien sûr racistes, c'est parce que c'est pas ignorance. C'est purement pas ignorance. C'est ce qu'on leur a enseigné. Et si nous voulons que ces personnes puissent voir les Noirs comme tels, comme cela se doit, il faut qu'il y ait une réconciliation de mémoire. Et sans qu'on ne va pas faire une vérité, ouvrir pour déballer tout ce qui a été enfoui dans la mémoire collective et en parler, il ne peut pas avoir cette réconciliation. Et les gens vont demeurer dans l'ignorance et seront par ricochet des racistes. Voilà, nous allons à présent changer de cap. On va parler de l'évolution du virus, du coronavirus, cette maladie-là qui frappe l'Afrique depuis fort longtemps. Et même, selon les derniers chiffres, l'Afrique est pratiquement à plus de 200 000 cas, déjà modeste au-dessous. Est-ce qu'il faut repartir carrément au confinement ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter quand même les dégâts? Oui, je pense que ce n'est pas le moment d'aller au confinement. Ce n'est plus le moment d'aller au confinement. Et si l'Afrique, les pays africains ou la grande majorité des pays africains avaient procédé à cela, aujourd'hui, la maladie n'aurait pas évolué comme ça. Cependant, on ne saurait pas éventuellement aussi quelle autre mesure prendre pour vivre avec. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas une maladie qui va finir du jour au lendemain. Mais selon les statistiques des experts, ce n'est pas un truc qui va finir du jour au lendemain. Cependant, est-ce que maintenant il faut confiner? Mais non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il faut confiner. Je pense plutôt qu'il faut prendre des mesures et des mesures sérieuses. Et l'une des premières mesures qu'il faut prendre, c'est au niveau de la communication, de la sensibilisation. Je pense que certains pays ne sensibilisent pas assez. Et dans d'autres pays même, on essaie de maintenir un certain suspense, une certaine énigme de la maladie. C'est dommage. Et ça traîne. Il y a beaucoup de personnes, les pays africains n'ont pas les moyens de faire, aucun pays d'ailleurs n'a le moyen de faire des tests généralisés. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui sont contaminées asymptomatiques. Et en Afrique, on a décidé il y a trop de laisser aller. Et pour le cas que je connais le mieux, le Bénin, eh ben, il y a trop de laisser aller. Et la communication est énigmatique, bizarrement. Au lieu que la communication soit un peu plus ouverte, pour que les gens sachent un peu la gravité de la situation, tout en ne paniquant pas, il y a une certaine énigme dans la communication, dans la sensibilisation du peuple. On dit juste respecter les gestes barrières, faites ci, faites ça. Mais il n'y a pas un suivi, en fait. Il n'y a pas un suivi des choses. Et c'est ainsi dans beaucoup d'autres pays. On dit faites, mais il n'y a pas un suivi pour le faire. C'est pas mettre deux ou trois policiers au bord des voies après pour contrôler. Non, il faut un suivi. Le suivi n'est pas forcément sanction, le suivi est sensibilisation aussi.
Et je pense que les pays africains s'en sortiront. L'Afrique s'en sortira. Déjà, il y a eu, je crois, une 3e baisse consécutive du taux d'infection. C'est ce qui est une bonne nouvelle. Je me dis peut-être qu'on a atteint le pic et qu'on est en train de régresser, et on l'espère bien. Et cela ne veut pas dire qu'il faut relâcher. Et cela ne veut pas dire aussi que, parce qu'on est en train de régresser, que certains pays ne sont pas en train d'aller à la hausse. Je pense toujours qu'il faut, au-delà du confinement, on ne peut pas le faire à cause de notre système économique vraiment basé sur l'informel. Je pense plutôt qu'il faut accentuer la sensibilisation, accentuer la communication et faire en sorte quand même que les gestes barrières soient respectés, et que la population se rende enfin compte de la gravité de la situation sans paniquer. Voilà, Modeste Dossou préconise de vivre avec le virus. Oui, je pense que les autorités, bon, ils en font, mais ça revient à chaque individu, à chaque personne, d'assurer sa sécurité. Nous devons nous mobiliser, respecter ce qui a été dit comme précaution. En plus de cela, il y a notre situation économique, il y a l'économie informelle qui fait que c'est vraiment compliqué. Lorsque vous allez jusqu'à présent au niveau des marchés, c'est indescriptible ce qui se passe actuellement. C'est tout le monde, on mène régulièrement, normalement les activités, on a encore les vieux comportements, tout comme si de rien n'était. Donc, c'est à chaque acteur, à chaque personne, selon sa position, selon son lieu de travail, d'agir sur les mentalités pour dire que cette maladie existe. Au-delà de l'action individuelle, il y a le fait que les médias également vont contribuer à cela, sensibiliser et sensibiliser. On ne peut pas fermer les frontières, on ne peut pas faire un confinement. La CEDEAO est en train de prévoir réouvrir les frontières parce qu'on s'est finalement rendu compte qu'on ne peut que vivre avec la maladie. Pour finir, je pense qu'il y a également un effet médiatique à revoir. On a plus installé la peur dans la vie, des gens que même la maladie. Donc, les gens allaient plus mourir de la peur avant que la maladie ne vienne. Voilà. Mais la maladie, effectivement. Oui, mais écoutez, la peur aussi tue des gens. On veut réouvrir les frontières. Mais lorsqu'on voulait fermer les frontières, le nombre de cas n'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Finalement, on s'est rendu compte que, avec un peu de réserve, on ne peut que vivre avec cette maladie. Voilà. Et puis par rapport à la peur, le caractère énigmatique des communications, dans les trucs là, fait que il y a des gens qui sont malades de paludisme, qui souffrent de paludisme, qui sont vraiment malades, mais qui n'osent pas aller à l'hôpital parce qu'on dira ils se disent, mais après ils diront que j'ai le coronavirus, je vais soyez à la maison, et les gens meurent. Voilà, il y a beaucoup de cas. Ce n'est pas parce que le coronavirus est là que les autres maladies ne sont pas là. Et il faudrait aussi l'expliquer un peu plus profondément à la population africaine qui, en majorité des cas, n'est pas comme en Europe où sur Internet et tout le monde soit. Non, beaucoup sont analphabètes et autres. Et dans les zones reculées, il faut leur expliquer ça. Sinon, les gens vont mourir d'autres maladies et tout. Bon, et puis ça va rester comme ça. Il faudrait quand même que nos dirigeants, et je sais qu'ils font beaucoup de travail, et on ne peut pas le nier, beaucoup d'efforts. Et nous les remercions pour ça. Remercions nos différents pays qui n'ont pas fait comme Jair Bolsonaro au Brésil ou Donald Trump. Et aux États-Unis, franchement, ils ont vraiment, les dirigeants africains, je suis, et n'en déplaise à certaines personnes, mais aucun de ces dirigeants-là n'a fait preuve de largesse. Ils ont fait leur travail, seulement que la stratégie est à revoir. Voilà, la stratégie reste à revoir. Vincent, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est comme il a eu à le dire, dans le contexte africain, c'est compliqué. Premièrement, avant qu'on ne parle de corona, est-ce qu'on allait à l'hôpital lorsqu'on tombait malade? On se traitait avec les moyens de bord, avec de la tisane. Et ça continue jusqu'à présent. Donc, du coup, les gens sont réticents parce qu'ils se sont dit, si je vais à l'hôpital, on va me dire, c'est corona que tu as. Alors que ce n'est pas là le problème. Même la documentation de l'OMS a dit que 80% des personnes vont en guérir sans traitement. Donc, si nous sentons les mots qu'on a détaillés, appelons les numéros
pour simplement alerter, pour ne pas être également une source de contamination. Notre sécurité sanitaire nous revient à nous-mêmes individuellement. C'est une action que chaque personne doit prendre au quotidien. Chers internautes, le temps imparti à l'émission Point de jour est arrivé à expiration. Retenez que nous avons parlé de la démolition des statues qui fait suite aux manifestations engendrées par la mort de George Floyd aux États-Unis. Et nous avons également fait le point sur l'évolution de la pandémie de coronavirus sur le continent africain. Au studio, j'étais avec Modeste Dossou et Vincent Deguenon. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.